Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Nous partons tout d'abord avec les titres. À la une de l'actualité, la Centrafrique, les rebelles de la Seleka se sont emparés ce matin de Bangui, la capitale centrafricaine, après avoir lancé une offensive hier soir. Le président François Bozizé aurait franchi le fleuve Ubangui pour se rendre en République démocratique du Congo. Le chef rebelle congolais Bosco Ntaganda, poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, est arrivé à La Haye. Il a été transféré au quartier pénitentiaire. Voilà, nous ouvrons cette édition avec cette situation extrêmement tendue. À Bangui, les rebelles de la Seleka annoncent avoir pris le palais présidentiel. Les témoins font état de violents combats. D'après certains médias, le président François Bozizé aurait franchi le fleuve Ubangui qui borde la capitale pour se rendre en République démocratique du Congo. Pour en parler sur ce plateau, nous recevons ici M. Wilfried Bonaventure Mborouhoul. Bonjour M. Wilfried. Bonjour monsieur. Voilà M. Wilfried, merci d'avoir accepté notre invitation. En tant que centrafricain vivant ici au Mali, comment vivez-vous aujourd'hui l'actualité de votre pays? Tout d'abord, je commence à condamner avec toute mon énergie la prise du pouvoir de Seleka. Aujourd'hui, en Centrafrique, nous allons de coup d'État en coup d'État, de mutinerie en mutinerie. Le président Bozizé était venu avec le casque d'un libérateur. Il a tenu de très beaux discours pour libérer la République centrafricaine de toutes les crises que nous sommes en train de traverser. Mais malheureusement, il n'a pas tenu parole. Conséquence, ses progénitures, appelées Seleka aujourd'hui, ont lancé cette offensive pour pouvoir renverser son pouvoir. D'accord. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du collectif Touche pas à ma constitution et il y a déjà eu des accords qui ont été signés, notamment l'accord de Libreville. Des documents ont été signés et juste là, les problèmes centrafricains demeurent. Et selon vous, quelle est l'origine du mal? Il y a plusieurs origines. Je vous rappelle que nous avons signé plusieurs accords de paix en République centrafricaine. Le président Bozizé, étant chef d'état-major du président Patassi à l'époque, a compris un certain nombre de choses et il a tenté de prendre les armes pour pouvoir restaurer la démocratie. C'est ce qu'il avait dit quand il venait renverser le régime démocratiquement mis en place. Mais malheureusement, tout ce qu'on avait arrêté pendant le dialogue, pendant les conférences, cela n'a jamais été respecté. Et nous sommes en train de traverser, nous continuons toujours à traverser des moments difficiles en République centrafricaine, tout simplement parce que les paroles, les promesses faites par le général Bozizé, tout ce qui a été arrêté, nous avons constaté toujours dans notre pays un régime policier, un régime dictatorial, et le peuple centrafricain en a marre. C'est pourquoi nous devons agir le plus tôt possible. D'accord. Monsieur Wilfried, on a dit que le président Bozizé est parti. Aujourd'hui, comment vivez-vous, comment envisagez-vous l'avenir du pays après le départ de Bozizé? Nous demandons aux partenaires de la République centrafricaine d'aider, de prêter main forte très rapidement à la République centrafricaine. Parce que la situation est grave. Et nous sommes en train de traverser des moments difficiles, sérieusement dans ce pays. La France, notre pays colonisateur, les amis de la République centrafricaine, la CEEAC, nous leur demandons de nous venir en aide. Il faut, dans un premier temps, mettre en place un régime transitoire en place pour une courte durée pour organiser les élections législatives et présidentielles, organiser une conférence vive de la nation pour permettre à tout le peuple centrafricain d'éradiquer le mal par la racine. Il faudrait qu'on évite toujours la prise de pouvoir, parce que notre pays est connu par des coups d'État, par des mutineries, par des rébellions. Nous devons finir avec cette situation. D'accord. Monsieur Wilfried, je vous remercie d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du collectif Touche pas à ma constitution.
Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Nous continuons avec l'actualité. Bosco Ntaganda est arrivé à la Cour pénale internationale. Le chef rebelle congolais est poursuivi pour crime contre l'humanité et doit comparaître pour la première fois devant la Cour pénale internationale dès ce mardi 26 mars. Les réactions aujourd'hui sont nombreuses en République démocratique du Congo. Le premier rendez-vous de Bosco Ntaganda avec la justice internationale est fixé à mardi matin. L'arrivée à la CPI de l'un des seigneurs de guerre les plus recherchés de la région des Grands Lacs s'est faite en toute discrétion, loin des caméras. C'est pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Ituri au début des années 2000 que Bosco Ntaganda pourrait être jugé à La Haye. Rien à voir donc avec les derniers événements au Nord Kivu et avec son rôle présumé à la tête du M23, le mouvement du 23 mars. Le M23, qui a toujours réfuté l'implication de Bosco Ntaganda en son sein, s'est scindé fin février en deux factions rivales. La branche Makenga, qui s'est forgée contre Bosco Ntaganda, se félicite de son transfèrement à La Haye. La communauté internationale, cette fois-ci, va cesser de faire la confusion entre les revendications du M23 qui sont légitimes et le problème de Bosco. La RDC a également fait part de sa satisfaction à l'annonce de l'extradition de Bosco Ntaganda par son voisin rwandais. Conflit de foncier au Burkina Faso, il y a urgence signalée dans le village de Passo Congo, dans la boucle du Mouhoum. Depuis près d'une décennie, une dispute latente oppose agriculteurs et éleveurs. Dans cette localité, face à la situation, le gouvernement prône l'apaisement. 11 mois après, ces domiciles portent toujours la marque du conflit foncier intercommunautaire qui avait opposé Bouaba et Peul les 16 et 17 avril 2012. Nous sommes ici à Passa Congo, village situé à quelques encablures de Dédougou. En effet, dans ce conflit, la communauté Peul avait payé les frais avec la dégradation de ses biens ainsi que des coups et blessures volontaires. Le dossier porté en justice va connaître son dénouement le 16 novembre 2012. Le verdict, 21 personnes de la communauté Bouaba ont été reconnues coupables et condamnées à des peines d'emprisonnement allant de 3 à 18 mois ainsi que des amendes à payer. Face à la situation, les condamnés vont faire appel. Les faits datent certes, mais le conflit lui est toujours d'actualité puisque sans attendre la justice faire son travail, les marches se multiplient réclamant ainsi la libération des condamnés. Et la dernière date du 16 mars 2013. C'est donc un messager de paix que Prudence Julie Nignan est venu s'entretenir avec les populations de Passa Congo. C'est dommage pour chaque individu ici, parce que ce n'est pas la bonne méthode. Donc je réaffirme que c'est un message de paix que nous sommes venus porter. Nous sommes venus dire que si quelqu'un n'est pas content de quelque chose qui lui est arrivé, il y a le recours en justice, il faut aller agir en justice. Pendant plus de 3 heures d'horloge, la missionnaire fait un cours de droit à la population tout en l'invitant à faire confiance à la justice. Nous leur avons dit que nous ne pouvons pas d'office demander la libération, donner des instructions même pour la libération des détenus. Il faut attendre que le verdict soit rendu au niveau de la cour d'appel de Bobo-Dioulasso. Malgré toutes ces explications, certains ne veulent pas entendre raison. Ils exigent la libération des détenus pour que la paix revienne à Passa Congo. Mais une chose est sûre, Prudence, Julie Nignan repart confiante et espère que la population de Passa Congo va examiner son message, même si des divergences persistent. Mais en attendant, force reste aussi à la loi et depuis le 16 mars 2013, le village est sous haute surveillance sécuritaire. Au Cameroun, les rideaux sont tombés sur la première édition du festival grand public du café. Pendant 3 jours, les Camerounais ont été sensibilisés à la consommation d'un café de qualité, produit et transformé localement, car les Camerounais ne consomment pas trop le café et parmi les raisons évoquées, le problème d'accessibilité. Ils sont jeunes, étudiants à l'université. Boire du café ne fait pas partie de leurs habitudes. Pour certains, c'est même la première fois qu'ils en consomment sous cette forme. Beaucoup de personnes comme moi ne consomment pas du café, pas parce qu'ils n'aiment pas du café, ils n'en ont même pas la possibilité. Le coût est très élevé. Le café que nous produisons nous-mêmes au Cameroun, pour avoir un petit sachet dans un supermarché, c'est très élevé. Le café camerounais est d'abord rare. Il y a un problème de moyens pour se procurer le café camerounais. Cher, pas accessible, pourtant le café Made in Cameroun est l'un des meilleurs au monde. Le Cameroun possède des terres fertiles, une longue tradition de production de café et une bonne connaissance du produit par les producteurs. Malgré ces atouts, triste constat,
le café camerounais est consommé ailleurs. Pour le Conseil interprofessionnel du cacao et du café, le problème est sérieux. Si dans chaque arrondissement on peut trouver le café moulu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir des producteurs, qu'il y ait beaucoup plus de production de café dans chaque arrondissement du territoire national, qu'on retrouve du café sur des étals à des prix abordables. Nous allons développer encore plus de stratégies que celles que nous avions mises en œuvre depuis un certain temps, pour que dès l'année prochaine, qu'on retrouve du café partout. Rendre le café camerounais plus accessible, c'est une chose, mais encore faut-il qu'il soit simple à préparer, car tous les Camerounais ne disposent pas toujours de moyens pour s'offrir une cafetière. Sport, pour football pour finir cette édition. Le week-end reste dominé sur le continent par les matchs de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Le Sénégal a été tenu en échec 1-1 par l'Angola. Le point avec Luis Philippe Sagnan de la télévision sénégalaise. Nous sommes en seconde période. Faute de main dans la surface de réparation angolaise. Penalty, indique l'arbitre. Dembaba se propose de l'exécuter. Il tire et rate. Et pourtant, le Sénégal avait l'occasion de corser l'addition. Les Lions menaient déjà au score et c'était à la 39e minute de jeu. Suite à cette balle arrêtée, Moussa Sow ouvre le score. Avec Moussa Sow à la 38e minute. 21e sélection, sa 21e cap. Il a coupé la trajectoire de la balle. 1-0 jusqu'à près d'un quart d'heure de la fin, précisément à la 74e minute. Une balle arrêtée exécutée en 2 temps. Costa remet les pendules à l'heure. Sa frappe est dévissée par Chermeng. Amandio Costa, le défenseur, le latéral gauche angolais. Malgré les changements opérés par le sélectionneur Gires, les Palancas Negras parviendront à enrayer toutes les tentatives de la bande à Papis Demba Cissé. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Africa Télévision. Au revoir.